Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Biblio. Aujourd'hui, on va parler de la durabilité dans le sport avec Neil Beecroft, expert dans le domaine. On va débattre sur la question de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Bonjour à tous, bonjour Com, comment tu vas aujourd'hui? Salut Robin, ça va super bien. Super bien, c'est ça qu'il faut, non? Ouais. Et toi, tu vas bien? Pardon, t'as pas attendu ça, mais peut-être on voit un peu sur ma voix, mais je suis un peu malade. Mais ça s'empêche pas de faire des bons podcasts aujourd'hui. Bon, ça rend ta voix un peu plus sexy pour le micro, donc ça va. Je voulais juste dire, on doit faire des traitements de voix après. Non, ça va très bien. Aujourd'hui, on a un invité qui est expert dans le domaine des événements, et en particulier sur le sujet de la durabilité. On est avec Neil Beecroft. Bonjour Neil. Salut. Salut Com, salut Robin. Alors, parle-nous un petit peu peut-être de tes expériences. Si tu peux te présenter à nos auditeurs, ça serait top. Donc, bonjour à toutes et à tous. En quelques mots, Neil, moitié valaisan, moitié anglais. J'ai travaillé 6 ans à l'UEFA et puis depuis là, on a lancé une agence avec mes partners in crime dans tout ce qui est lié à la durabilité et l'innovation. Et maintenant, on travaille avec les plus grands événements au monde, mais aussi localement, en Valais, en Suisse, et particulièrement sur la transition vers davantage de durabilité. Ah, c'est joli ça. Moi, j'ai dit avant, Colm, ce que je trouve intéressant, moi je dis que j'ai un bon réseau ici, mais je connais en fait que toi qui travailles dans ces domaines. Comment ça se fait que tu es rentré dans ces domaines? C'est vrai que la durabilité, c'est un sujet d'actualité, mais par contre, on ne sait pas souvent par où commencer. Et puis, j'ai eu cette chance d'apprendre en le faisant. Donc, en quelque sorte, en étant autodidacte, d'être impliqué à l'UEFA sur l'Euro 2016 et puis de mettre en pratique ce processus de changement. Pas juste sur l'aspect environnemental, mais aussi sur l'aspect social, économique. C'est vraiment ces 3 piliers de la durabilité qui maintenant s'intègrent de plus en plus dans les événements. Et puis, je vais vous illustrer 3 cas très concrets de comment est-ce qu'on peut amener cette transition. On a décidé peut-être aujourd'hui de discuter, on va dire, d'un thème d'actualité qui arrive cet hiver avec la Coupe du Monde 2022 donc de football, qui se déroulera au Qatar. Et puis peut-être pour contextualiser un peu, du coup la décision a été prise en 2010 pour la Coupe du Monde du Qatar. Ils étaient en duel avec les États-Unis d'Amérique, du coup, et ils ont été choisis à 14 voix pour 8, alors que les USA étaient pressentis comme futurs candidats principaux pour cette Coupe du Monde. On a eu beaucoup de sujets autour, déjà au moment du choix, des rencontres entre un président, donc celui de la France, qui était Nicolas Sarkozy à l'époque, Michel Platini, et un émir du Qatar pour le rachat du club du Paris Saint-Germain, qui était aussi lié évidemment au choix de la Coupe du Monde. On a eu d'autres annonces, comme par exemple un versement de quelques millions sur le compte de notre cher ami Sepp Blatter, un jour avant le choix de la Coupe du Monde. Corrélation ou pas, on va dire peut-être c'est un hasard de calendrier, mais on peut avoir aussi des discussions à ce niveau-là, d'un point de vue politique et au niveau du choix. Ensuite, tout au long du niveau de la préparation de cette Coupe du Monde, on a eu plusieurs scandales, dont le Qatargate qui est arrivé en 2013 avec France Football, qui a révélé quelques documents qui prouvaient potentiellement, il n'y a pas encore toutes les justices et les décisions de justice qui ont été prises, des financements auprès de personnes influentes dans le monde du football. Et on a eu d'autres scandales au niveau énergétique dans un premier temps et écologique, avec des stades qui sont climatisés. On connaît la situation du Qatar, on est au milieu du désert et on va accueillir des nouvelles personnes. Le football n'est pas forcément très développé là-bas, ou du moins les équipes de foot ne sont pas forcément aussi développées que dans d'autres régions du monde. Des nouveaux stades à plus de 80 000 personnes dans un pays qui n'ont pas forcément autant de supporters, etc., ça peut poser question. Et finalement, il y a quelques mois, on a eu 2 études. La première, c'était une enquête de The Guardian qui a estimé environ à 6500 morts sur les chantiers donc, des Qataris. Et du coup, aussi, une autre enquête qui a mis en avant qu'environ 2 millions des personnes qui étaient employées au Qatar étaient des immigrés. Donc 90% des 2 millions de ces personnes étaient des immigrés qui travaillaient entre 10 et 12 heures par jour pour un salaire ne dépassant pas tout le temps 200 € à 400 €, mais aussi des conditions de travail qui sont assez précaires, en passant aussi par
peut-être des passeports qui sont confisqués pour éviter des départs pendant les constructions. Donc ça, c'est le contexte général de la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de débats, on questionne beaucoup ces pratiques actuellement. Et une des questions qui ressort, c'est est-ce qu'on va boycotter la Coupe du Monde du Qatar 2022 ? Les Italiens ont déjà répondu que oui, mais c'est possible, c'est parce qu'ils ne se sont pas qualifiés. Facile, quoi. C'est un peu facile. Mais je ne sais pas, votre avis un peu sur cette Coupe du Monde, Robin d'abord et ensuite Neil. Bah, c'est un aspect, c'est quelque chose. Si toi, tu m'as parlé de tous ces faits, c'est en fait quelque chose qu'on a eu dans le VM à Brésil aussi, quoi. Donc, c'est des choses que sont pas nouveaux, honnêtement. En fait, c'est quelque chose qu'on sait, qu'on sait. Bien sûr qu'ils sont dans un nouvel point de vue aujourd'hui. Et puis je pense que la société aujourd'hui elle est un peu plus sensible au niveau de ça. Elle se pose beaucoup plus la question, ce qui est à chance aujourd'hui aussi. Après, est-ce qu'on boycotte ou on ne boycotte pas? Voilà, la question, est-ce que nous, on peut avoir une influence sur ça, quoi? Parce que, voilà, on sait, on aime le foot, on joue du foot. Et puis les valeurs du foot sont aussi très fortes. On va dire c'est un des sports qui réunit le plus, où on voit le plus d'échanges, etc. Moi qui joue en 5e ligue avant, je pense que je ne serais pas pote avec des amis qui sont dans l'équipe de foot parce que je ne les aurais jamais connus, etc. C'est des valeurs qu'on partage d'équipe, de coéquipiers qui sont assez fortes. C'est ça. Et puis justement, on est prêt à boycotter ça, quoi. Ouais. Merci pour l'intro, et c'est vrai que c'est des grands sujets de discussion, donc on ne va pas résoudre ou changer le monde aujourd'hui, mais par contre, on peut en débattre, et je pense que le débat est nécessaire. Si je reviens un peu sur ton introduction, Calm, en matière de gouvernance, en effet, ce n'est pas uniquement la Coupe du Monde 2022 qui a été débattue. On le voit, l'attribution de Jeux Olympiques, hein, on est bien placé à Sion pour en témoigner, pour se souvenir, était fait de façon opaque. Donc, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que cette Coupe du Monde, ces Jeux Olympiques, permettent d'avoir des changements d'un point de vue de gouvernance. Donc, c'est un processus actuellement qui est en cours. On ne va pas changer du jour au lendemain l'attribution de Jeux Olympiques, de Coupe du Monde, d'Euro ou de Championnat du Monde. Par contre, il est nécessaire de mettre en place des comités éthiques, des processus de sélection, des critères d'attribution basés sur des enjeux de durabilité. Puis c'est là où nous, on travaille de l'interne en essayant de dire comment est-ce qu'une administration peut mettre en place des curseurs qui vont évaluer ces candidatures et qui vont ensuite permettre d'avoir une évaluation aussi des plus neutres possibles. On n'en est pas encore là, mais le processus, il est en cours. Maintenant, pour parler aussi de la notion de curseur, pourquoi, et c'est à nous de faire ce propre travail d'introspection, pourquoi est-ce qu'on va mettre beaucoup plus d'attention sur cette Coupe du Monde du Qatar versus, comme tu l'as dit aussi, Robin, d'autres jeux ou d'autres Coupes du Monde qui étaient aussi peut-être potentiellement à risque ou à discussion. Moi-même, j'étais en Russie en 2018. J'ai pu voir de l'intérieur aussi tous les aspects positifs que tu as cités. De se dire, en Russie, on a pu être avec des Américains, avec des Sud-Américains, avec des Indiens, avec des peuples qui venaient de partout dans le monde. Donc ce côté rassemblement, il est tellement important de nos jours. Le sport permet de rassembler. Tu parlais des exemples de 5e Ligue, mais également au plus haut niveau. On a besoin d'avoir des événements pour se rencontrer, pour échanger, pour débattre. Si ça se fait au Qatar, tant mieux. Peut-être que la Formula E qui est allée aussi en Arabie Saoudite a permis aux femmes de prendre le volant. Et peut-être qu'on aurait pu avoir d'autres pays arabes qui se joignaient à cette Coupe du Monde pour la rendre encore plus ouverte, avoir des stades qui étaient peut-être plus répartis dans d'autres pays environnants. Et peut-être que là, on a manqué une opportunité. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord sur ce point. C'est que ça ouvre aussi. On les met très à porte-à-faux, comme je le dis et je le répète. On a des exemples avec d'autres Coupes du Monde ou d'autres événements sportifs qui sont aussi à revoir, à revisiter, à repenser. On peut prendre juste la Formule 1 quasiment dans son ensemble, comment attribuer le calendrier, etc. Ça pourrait être des sujets qui sont très spécifiques à ça. Mais pour moi, un des points aussi que je questionne, c'est quand j'ai dit est-ce que le public a un impact, il y a aussi les acteurs qu'on peut dire, que ce soit les joueurs de foot, etc. Actuellement, on a eu quelques nations qui ont réagi, la Norvège, l'Italie, mais pour le coup ne sont pas qualifiés donc, à la Coupe du Monde, donc ça réduit un petit peu leur impact. On a eu des anciens joueurs de foot qui se sont positionnés dessus, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément
on va dire, porte-drapeau à ce niveau-là, comme on peut prendre notamment en Formule 1 des Lewis Hamilton ou Vettel qui portent des causes assez souvent sur les télévisions, etc. Je sais pas, est-ce que le public a un impact dessus ou est-ce que c'est plutôt les acteurs à l'intérieur qui ont un impact dessus? En fait, il faut que la pression elle vienne de partout, de l'intérieur des joueurs, des coachs, etc. Et puis, ce sera assez intéressant de voir si certains joueurs vont se prononcer ou pas durant l'événement. Et après, c'est assez difficile parce que c'est vrai que nous, on a accès à une information qui est unilatérale. On n'a pas vraiment accès à l'information de qu'est-ce qui est fait de bien. Donc, pour pouvoir vraiment se prononcer et avoir une opinion qui est ni blanche ni noire, on a besoin, et c'est tout le temps 50 nuances de gris. On va voir que ce qui est fait de mal et on ne voit pas aussi tout ce qui est vraiment fait de bien avec cette jeunesse, avec ce processus de changement. Parce que le problème, il ne date pas de la Coupe du Monde. Le problème, comme tu l'as dit par tes chiffres, il est là depuis de nombreuses années. Puis en fait, la Coupe du Monde vient mettre en lumière ce problème. Tout mort est une mort de trop, en fait. Donc là, c'est de se dire, il n'y a peut-être pas juste eu 6500 morts, il y a peut-être eu bien plus, qui étaient déjà liés à la construction aussi de ces méga-villes, ces mégapoles, qui se passent également dans d'autres pays. Mais là, en fait, en mettant en avant ce problème, ça peut permettre le changement. Et donc, à nous de mettre la pression, aux joueurs de parler, aussi avant, durant et après la Coupe du Monde. Et on se souvient d'un Cristiano Ronaldo qui bouge sa bouteille de coca et qui fait un buzz énorme. Donc en fait, le sport, il a ce potentiel de mettre la pression, de faire évoluer. Et on est dans ce processus de changement actuellement. Et on espère que cette Coupe du Monde va permettre le changement d'un problème en fait qui était déjà là. La question que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas trop de l'argent dedans pour le changement? Alors oui, mais est-ce que ce problème de l'argent ne peut pas aussi influencer le changement? Donc ça dépend de la redistribution en effet de cet argent. Et peut-être que des fois, il y a des sponsors qui vont partir. Des sponsors ont mis la pression sur les Jeux Olympiques de Sochi, sur d'autres thématiques LGBTQ+, si on se souvient un petit peu. Donc, les sponsors aussi, on l'a vu aussi avec Visa, qui mettait en avant Rapinoe, sur des questions aussi LGBTQ+, qui vont pousser aussi un changement. Donc, des fois, l'argent, les sponsors, les broadcasters, on se souvient, ils avaient boycotté aussi le Tour de France suite au problème de dopage. Donc, des fois, l'argent, ça peut être aussi un levier de changement. Je pense surtout les sponsors, ils ont aussi une bonne puissance au niveau de ça, quoi. Oui, je pense que c'est aussi un bon impact, un bon moyen de faire aussi pression à ce niveau-là. Je pense qu'au niveau de la Coupe du Monde, on a discuté avant le podcast, on a vu que le sport, ça évolue vraiment vite. Et puis, ça va avec la société. Actuellement, on est dans une société qui va très vite. Et on voit la différence entre maintenant le foot il y a 15 ans et le foot maintenant. Si on prend juste les montants des transferts, c'est des questionnements qu'on peut se dire, c'est quand même aberrant de voir des joueurs qui ont fait 1 ou 2 années de haut niveau et qui sont vendus à 80 millions, dont les clauses de contrat, ça s'est aussi énormément développé, avec d'autres thématiques où on voit peut-être le joueur comme une marchandise plutôt qu'une personne humaine. Donc ça, c'est des sujets, on va dire, inhérents au sport actuellement. Et donc, si on parle de sport, on peut parler aussi de tes expériences dans l'organisation d'événements sportifs. Comment est-ce que toi, tu impactes, on va dire, des événements sportifs de grande échelle ou de plus petite échelle valaisanne, etc. Donc, si on prend l'exemple de l'Euro 2016, c'était vraiment le 3e plus grand événement au monde. On parle de 2,5 millions de billets, d'environ 6 millions de personnes dans les fan zones. Donc, on arrive à la population suisse à gérer sur la durée d'un mois. Donc, comment les gens vont se déplacer, qu'est-ce qu'ils vont manger, où ils vont dormir, comment ils vont se comporter entre eux ou elles. Et ça m'a permis véritablement d'avoir un laboratoire de changement. Un exemple concret, c'était la redistribution alimentaire. C'était de se dire, tous ces matchs, vu le nombre de spectateurs, produisent énormément de déchets alimentaires. Il y a peut-être le potentiel de redistribuer. Et puis on se souvient, il y avait une grande crise migratoire à cette époque. Donc on a travaillé avec les banques alimentaires en France, donc qui n'étaient pas liées à une religion, qui n'étaient pas liées aussi à une communauté, mais qui redistribuaient l'alimentation. Donc c'était environ 50 000 sandwichs. On va le refaire à la Foire du Valais.
Donc, on a aussi des banques alimentaires chez nous. Ça s'appelle les Tables du Rhône. C'est environ 1 tonne à 1 tonne et demie par jour qui est redistribuée dans le Bas-Valais. Donc ça, c'est un sujet tabou. Et il y a peut-être aussi sur la foire du Valais de l'alimentation qui peut être redistribuée. On va aller avec du Too Good To Go. Donc voilà un exemple assez concret de choses qu'on a testées à l'international, qu'on va essayer de répliquer localement. Et puis ça s'applique sur l'aspect environnemental, social, économique, à travers différents exemples, allant de la mobilité, allant à la transition énergétique. C'est un grand sujet d'actualité aussi. Est-ce qu'on va jouer des matchs de nuit cet hiver en Angleterre, où on va déplacer le calendrier à la journée? Donc voilà plein de sujets sur lesquels on travaille, avec une approche vraiment liée à l'innovation, à l'efficience, à l'optimisation, pour essayer de rationaliser ces événements et puis de mettre en avant aussi tout l'aspect positif, de se revoir, de se rassembler, d'échanger, puis d'avoir le sport au centre. Au niveau la demande, est-ce que c'est plutôt les événements qui se posent aujourd'hui la question, écoute, on est obligé à faire quelque chose, vas-y, on cherche des personnes qui sont là, ou tu as plus la peine de dire, écoute, je dois presque vendre mon service, et puis de les convaincre de ça? Est-ce que ça vient de l'interne de eux, ou c'est des motivations externes? C'est une excellente question, Robin. En fait, au début, on était une quinzaine, une vingtaine, une trentaine d'experts à l'international. Comme tu l'as dit, Colm, il y a peu de gens qui travaillent vraiment sur ces thématiques. C'est en train de changer. Et nous, on poussait de l'intérieur. Et on s'est dit, il faut qu'on se rassemble entre ceux qui bossaient au CIO, ceux qui bossaient à la FIFA et dans d'autres événements, parce qu'on était peu. Et ensemble, on pensait être meilleurs. Maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a des dirigeants, des dirigeantes qui sont des visionnaires. C'est des chefs d'entreprise dans ces organisations d'événements, puis qui savent qu'ils doivent entamer cette transition. Donc, on a une vision qui vient du haut. Avant, c'était plutôt bottom-up. On devait convaincre et persuader. Et donc, en fait, ces gens doivent convaincre leur board. Et même au sein des boards, il y a les nouvelles générations qui arrivent. Et ils doivent convaincre leur staff, qui est là depuis 10, 15, 20 ans, à faire différemment. Parce que l'opérationnel, c'est souvent, on fait du cut and paste. On a ces event hoppers qui passent des Jeux Olympiques aux Championnats du Monde, à l'Euro, et qui ont toujours fait de la meilleure des façons et de la même façon, selon eux. Et nous, on doit leur dire, vous pouvez faire différemment, mais mieux. Donc, on doit aussi connaître toutes leurs activités. Et ce qui se passe encore dernièrement, c'est qu'on a des collègues qui n'ont aucun background en durabilité, mais qui veulent entamer leur reconversion. Donc, en fait, on a des gens qui ne sont pas expérimentés, mais qui se disent, moi, je travaille dans la billetterie, je travaille dans tout autre domaine, même au sein des entreprises, qui veulent maintenant travailler au service de la durabilité. Et en fait, le changement, il est en marche. Il n'y a plus de retour en arrière, mais c'est comment est-ce qu'on va accélérer. Et du coup, on reçoit beaucoup de demandes. Et puis, ceux qui ne vont pas le faire vont être mis de côté. Mais ça se passe aussi au niveau de l'économie. Non, mais c'est ce que je trouve quand même hyper intéressant, c'est la manière dont c'est réutilisé, cette innovation. Le sport est un très bon moyen d'innover, que ce soit technique ou bien sur les événements. Mais je pense que sur les événements, là, on a des vrais exemples et on ne se rend pas souvent compte sur des événements qui sont si grands à quel point il faut réfléchir tout le système quasiment. On en a parlé un petit peu avant sur l'accessibilité pour les handicapés. Ça peut être déjà un point qui est revu, qui est repensé. Il y a cet élément. Après, on peut penser à tout ce qui est mobilité, comment les gens vont se déplacer. Si on aurait fait les JO ici à Sion, j'imagine pas l'impact que ça aura. Et puis, ça a vraiment un impact dans les pays où, typiquement, il y a eu des Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde. Dernièrement, j'étais à Turin. On voit les installations qu'ils ont fait, comme ils ont évolué au moment qu'ils ont eu les Jeux Olympiques à Turin. Des quartiers qui se sont renouvelés, qui sont devenus des éco-quartiers, etc. C'est des exemples où on voit qu'un événement international a un vrai impact sur des régions complètes, quoi. Ça, c'est vraiment super fort. Et puis, c'est vrai qu'effectivement, au début, on a eu cet exemple avec le Qatar. Il y a aussi des bénéfices qui vont apporter dans la région, etc. C'est vrai qu'on parle souvent des éléphants blancs. C'est des infrastructures qui ne sont plus utilisées. Mais si je prends l'exemple d'Athènes, il y a des éléphants blancs, le kayak et d'autres. Par contre, il y a des nouvelles lignes de métro qui aujourd'hui circulent encore. Si vous allez en Pologne, il y a énormément d'infrastructures qui ont été mises en place pour les transports publics qui servent encore aujourd'hui. Et puis le cas de Sion 2026, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire qu'on avait un concept de mobilité avec nos transports publics qui était vraiment bien pensé.
alors qu'on dit non, et finalement on rejette le problème à 100 km à vol d'oiseau, Mhm. et on va aller de Milan à Cortina sans véritablement d'accès au transport public. Donc l'impact écologique, il est là, il ne s'arrête pas à la frontière. Donc si on veut résoudre vraiment ce problème, on doit le faire nous-mêmes, donc on doit participer au changement. Et c'était là où Sion 2026 avait cette opportunité de participer à cette innovation, à ce changement, et de contribuer à cela. Donc nous, on dit non, mais en fait, on repousse le problème ailleurs. Mhm. Donc aujourd'hui, dans les événements, on peut avoir différents impacts. Par exemple, dans la mobilité ou dans les autres domaines. Est-ce qu'il y a un moyen de calculer cet impact ou comment on peut dire ok, cet impact était finalement bien ou pas bien? Est-ce qu'il y a des moyens à faire ça ou justement pas? Donc on commence maintenant à avoir des bilans carbone. C'est-à-dire qu'on va regarder la mobilité, la consommation énergétique, les déchets, etc. Et puis ce qu'on voit, c'est que le plus grand bilan, c'est l'infrastructure, après les transports, et puis après on va essayer de réduire au maximum. On va aussi essayer de réutiliser les matériaux au maximum. Donc on fait un bilan carbone, ça nous permet de mesurer, évaluer, puis après de se fixer des objectifs d'amélioration. Ce qui est dur, c'est sur les événements one-shot. Par exemple, sur un Roland-Garros, on pourra dire on va progresser d'année en année. Sur l'Omega Master, à côté, on va progresser d'année en année. Quand c'est un événement one-shot, c'est un peu plus compliqué. Et puis, ce qui est plus compliqué, c'est les éléments un peu intangibles sur l'aspect humain et social. Un exemple qui me touche beaucoup, c'est cette année, venez à la Foire du Valais, on va faire quelque chose sur Angela. Donc, on veut une foire bienveillante, une foire sûre. Et on veut une foire où, finalement, tout le monde a envie d'une foire sûre. Donc, on va parler d'un concept bienveillant, mais derrière, en fait, on soulève un énorme tabou dans l'événementiel, c'est tout ce qui est lié au harcèlement. Et ça, comment est-ce qu'on le mesure? Est-ce qu'on va dire, on a eu 10 cas? En fait, on veut qu'il n'y ait aucun cas. Même chose sur la redistribution alimentaire. Est-ce qu'on était content d'avoir eu 10 tonnes redistribuées en France ou on veut plutôt en fait en avoir 5? Donc, on avait déjà joué la rupture des stocks. Donc, par contre, où je te rejoins vraiment, Robin, c'est l'importance d'avoir des indicateurs forts, d'avoir des cibles, des processus d'amélioration. Parce que si vous voyez uniquement une stratégie de durabilité, c'est des belles paroles. Derrière, il y a peut-être un risque de greenwashing. Et pour contrer ce greenwashing, on doit mettre des indicateurs de performance. Ouais. Peut-être un exemple que j'avais eu dans un événement, on m'avait demandé dès mon arrivée comment est-ce que vous êtes venu, et puis si c'était en voiture, on demandait le nombre de kilométrage, si c'était en train, etc. Ça, je trouve, c'est une chose qui est assez simple à mettre en place, on va dire logistiquement parlant. Il faut juste que la personne d'accueil réponde à un formulaire assez rapidement. Et on a déjà des premiers indicateurs sur rien que la mobilité, comment on a eu des gens qui sont venus. J'avais trouvé que c'était un exemple qui était simple et qui peut être mis en place quasiment dans la plupart des événements qu'on vit tous les jours. C'est hyper drôle que tu parles aussi de l'aspect entre guillemets greenwashing. Quand on fait un événement durable, comment est-ce qu'on le communique? Surtout, est-ce qu'on le ressent dans l'événement? Donc moi, je suis allé par exemple à un événement, on va dire durable, qui a respecté, qui a ses indicateurs. Est-ce que je dois le ressentir dans mon expérience client? Ou bien c'est plus, ça doit être quasiment le même événement, mais à l'arrière, on a eu des réflexions sur tous les éléments. Ouais, c'est une bonne question. Et puis aussi, quand vous entendrez parler de l'événement le plus durable, le plus... En fait, il n'y a pas d'événement vert, parce que la meilleure façon de le rendre vert, c'est de pas de l'organiser. Mais maintenant, c'est comment est-ce qu'on va avoir tout le potentiel d'impact positif, puis qu'on va essayer de réduire au maximum l'impact négatif. Donc, mais oui, ça doit se ressentir, ça doit se voir, ça doit même, il faut que tous les sens y soient alignés. On était dans un événement de musique électro à Amsterdam, 100% vegan. Alors nous, on a été en mobilité électrique, mais il y avait un monstre choix d'un point de vue culinaire sur de la restauration végane, sans que même forcément le visiteur ou la visiteuse se rende compte. Donc, et oui, visuellement, ça se voit. Visuellement, quand on passe à 100% de vaisselle réutilisable, ça se voit. Le Paléo, quand il a fait cette transition sur les gobelets, du jour au lendemain, il y avait des tonnes et des tonnes de déchets en moins. Donc ça devient de plus en plus agréable aussi. Ouais. Et souvent, on se dit, mais la durabilité, en fait, on perd du confort, mais en fait, on en gagne aussi. Si vous prenez le train pour aller à Genève, vous êtes bien plus confortable qu'aller en voiture. Donc, c'est aussi des conceptions à débattre, et puis c'est un très bon point aujourd'hui à évoquer. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a
il n'y a pas un événement à partir d'une certaine échelle qu'on va penser comme ça. C'est vraiment, dès qu'on a un événement, il faut se poser sa question, quoi. Donc ça veut dire même les micro-événements qu'aujourd'hui, ils font déjà penser à ça, quoi. Exactement. Et puis en fait, il y a des choses qui peuvent s'appliquer à grande échelle comme à petite échelle. Hein. On parle de la vaisselle réutilisable, on parle des transports, on parle de... Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que notre méthodologie, elle s'applique autant sur un événement de golf que sur une foire du Valais, que sur des Jeux Olympiques. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on part... Par contre, on doit contextualiser. Et puis pour revenir à la Coupe du Monde, les problèmes de la Coupe du Monde au Qatar sont différents que chez nous. Mais où on est aussi des fois surpris, c'est que même en Suède, hein, il y a des festivals de musique qui sont purement féminins. Donc on va se dire, mais en Suède, on ne devrait pas débattre de l'égalité des genres, alors qu'en fait, pour revenir sur mon argument initial, il y a quand même des thématiques qui se retrouvent partout, mais on doit quand même les rendre spécifiques. Ici, si on fait des Jeux Olympiques, on va parler de la question d'eau, l'énergie, etc. Si on va dans une grande ville, ce sera peut-être autre chose. Donc on doit toujours adapter notre stratégie par rapport au contexte local. Non, je pense que c'est très pertinent. Et puis, c'est vrai que dans les événements, maintenant, la question, c'est dans tous les événements, il faut le faire. Je pense que maintenant, en tant que participant, on se rend tout de suite compte, dès qu'on voit des verres en plastique, ça vient dans notre esprit. Ah, c'est pas forcément ce qu'il faudrait faire. Puis moi, j'en ai eu la semaine passée. On était à Lugano, on a organisé un événement sur place. Et ensuite, on est allé à Turin. Et puis à Turin, justement, il y avait quand même des grosses questions sur ce point avec de la vaisselle qui n'était pas du tout faite, pas du tout adaptée, etc. Et ça nous a vite fait « Ah ouais ». Et puis moi, je vois aussi dans beaucoup d'événements, ces questions de déchets, etc. Ça ressort. Et puis je pense qu'à chaque événement, qu'importe la taille, maintenant, il faut avoir une réflexion là-dessus. Et peut-être si toi, tu as des conseils au niveau des indicateurs à prendre en compte pour, on va dire, des événements à notre échelle, qu'est-ce qu'on doit vraiment focaliser où on aura le plus gros impact? Donc déjà se dire sur quoi est-ce qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Donc l'exemple de la vaisselle réutilisable, maintenant il faut se dire ça doit être la norme. C'est pas facile, hein, c'est pas du jour au lendemain qu'on va y arriver. Donc sur de nombreux événements sur lesquels je travaille, on entame ce processus de changement. Donc on parle de transition, et même à l'échelle personnelle. Donc tout ce qui est lié à la vaisselle réutilisable. Maintenant, on parle de transport aussi, essayons d'avoir des transports publics, l'énergie, comment on va la rendre plus efficiente, l'eau, les achats aussi. On a des gros leviers en termes d'achats. Donc, qu'est-ce qu'on va acheter en termes de nourriture? Qu'est-ce qu'on va acheter en termes de textile aussi pour les bénévoles, etc. D'où ça vient? Et puis sur les aspects sociaux, l'accès aux personnes en situation de handicap. On veut un événement qui soit inclusif. Il y a eu un grand débat, pas loin d'ici, à Sciences sous les étoiles, si vous vous en souvenez. Donc, comment est-ce qu'on rend l'événement inclusif, divers aussi, en termes de participation, et puis aussi égalitaire en termes de genre. Si on a autant de femmes que d'hommes au niveau des bénévoles, au niveau de l'organisation, au niveau du public, c'est plus agréable aussi, des deux côtés. Et donc c'est plein de questions qu'on peut se poser aussi à petite échelle. Et des speakers aussi. Voilà. Ça m'est trop arrivé. Tu fais juste tout un événement, la liste des speakers, c'était que des hommes. Voilà. Et pendant l'événement, on parle de justement inclusion, diversité des genres, l'impact, etc. C'était waouh. Je crois qu'on a fait calmement le tour de ce qu'on voulait voir. Yes. Est-ce que tu as d'autres éléments à apporter ou pour toi, on a fait le tour? Oui, je pense que ce qui est important, c'est pour revenir à la Coupe du Monde au Qatar, c'est de se dire, OK, on va challenger, on va boycotter, on va critiquer, on va débattre, mais saisissons cette opportunité pour regarder autour de nous aussi. Regardons autour de nous la neige artificielle. On parle de climatisation. Et chez nous, on crée de la neige artificielle alors qu'on a de la neige. Donc, on amène des vagues de surf chez nous. Moi, je suis le premier à y aller surfer, mais gardons aussi cet esprit critique chez nous. Regardons nos multinationales. Qu'est-ce qu'elles font sur les droits humains? Et je pense que ce regard critique, on doit aussi l'avoir à proximité. Et de se poser ces questions, parce que si on se pose ces questions, on en débat, on va faciliter le changement. Et puis mon rôle, c'est d'être dans ces organisations et j'ai besoin de gens qui posent ces questions, qui mettent la pression pour accélérer la transition. Parfait. Super. En tout cas, merci Neil pour ton intervention, si on peut dire ça. C'était super intéressant. Et puis, super pertinent avec le sujet d'actualité. Ouais. On se retrouve, nous, sur nos réseaux sociaux ou sur nos différentes plateformes YouTube, Spotify ou Apple Podcast. Et puis, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner
cliquer sur le bouton rouge et le like, comme ça nous aide aussi à avoir une meilleure portée et puis à porter notre voix pour changer justement l'impact des événements sportifs. Merci beaucoup Neil. Merci. Hein. Et à Merci bientôt. à vous et puis pour vos questions pertinentes. Ouais. Merci. Super. Alors, Ciao, ciao. ciao, ciao.